Attention, vous écoutez un programme audioactif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comics Discovery, la saison 4. Et oui, ça fait 4 ans qu'on fait ça. 4 ans pour tout ça. Qu'est-ce que tu en dis C'est toujours mieux que les Inhumains. Ah ouais. Bah on a fait... Pourquoi il y a une saison des Inhumains Ah oui, c'est ce que tu avais déjà dit l'année dernière, je crois. Oui, bah je dirais. C'est le running gag. Continue à faire mieux. Salut Mathieu, ça va? Ça va et vous? Ça va. C'est la reprise, ça y est, on est... C'est la reprise et on commence bien la reprise parce qu'on m'a posé un lapin. Bon, je vais pas dénoncer, mais un petit nouveau devait venir et il m'a posé un lapin. Faye est malade, un coup de névralgie au cou, elle avait très mal, elle a pas pu venir. Et heureusement, il y a Igor avec nous. Salut Igor. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Ok, et bon, on va commencer tout simplement, tout doucement avec les news. C'est la rentrée, et avec l'automne qui arrive, c'est bientôt le temps du plus grand événement comics français, je pense. C'est la Paris Comic Con qui se passe fin octobre, du 25 au 27 octobre au Grand Hall de la Villette. Donc c'est un grand événement avec plein de trucs. Et cette année, les organisateurs, ils ont mis les petits plats dans les grands au niveau des invités comics, puisque rien qu'en scénariste, on a droit à Roy Thomas, Rick Remender, Jim Starlin, Tom Taylor, Donny Cates. Voilà, rien que... Et ça, c'est que du scénariste. Donc ça donne déjà très envie. Il y a du tout pour le coup. Il y a de l'ancien, il y a du classique, il y a du nouveau dynamique, il y a Remender qui est un génie. Il y a vraiment de tout. Et en dessinateur, Jorge Jiménez, Pia Guerra, c'est le qui fait Rise the Last Man, Lee Bermero, le dieu italien, Jorge Molina, David Lopez, David Acquena, Giuseppe Kamekolin, qui a fait du Star Wars, Duel Blazer aussi. Oui, il est sur Dark Vador de Charles Soule. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Daniel Sampere et Bruno Rodondo. Donc pas mal de noms sympathiques. Oui, puis des actifs en plus là. Ça peut-être pas forcément d'énormes noms, mais ils ont tous des séries régulières aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment. Et puis Réminez, je vends ma mère pour une commission de Réminez. C'est tellement beau quoi. Maman, si jamais tu écoutes. Exactement. Ou une commission de Réminez. Et de Pia Guerrera aussi, pourquoi pas. Ouais. Et il y a Daniel Acuna, j'ai pas entendu. Ouais, il y a Daniel Acuna, ouais. C'est beau ce qu'il fait aussi, monsieur Acuna. C'est bon parce que au début de la Paris, enfin les premières éditions de la Paris Comic Con, moi je me disais mais en fait c'est pas, enfin ça s'appelle Comic Con mais c'est pas vraiment comics parce qu'il y avait rien de comics, il y avait des acteurs d'Arrow, il y avait des trucs. Et là vraiment ils mettent en avant l'accent comics. Peut-être que ça redevient à la mode, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça me fait plaisir. Ouais, c'était vraiment c'était la toute première édition, je crois, je me rappelle, leur tête d'affiche c'était Squeezie, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et je crois qu'ils avaient complètement changé d'équipe, les organisateurs. Ah, peut-être là, mais là c'est cool. cool. Maintenant, ils ont un très très bon roster. Mais je pense que rien que pour les conférences, parce que franchement, une conférence de Rick Remender ou de Jim Starlin, mais putain, Jim Starlin, voilà, c'est le papa du cosmique chez Marvel. Et même Roy Thomas, quoi, qui a été éditeur aussi. Oui. Donc il doit avoir sacrément de trucs à dire et des trucs intéressants. Oui, voilà, c'est des gens qui ont traversé sans doute l'industrie. Même Remender, il avait fait du Marvel pendant longtemps, il était en indé. Enfin, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision du business assez intéressante. Donc moi, malheureusement, je peux pas y aller parce que Paris c'est un peu loin et que je suis un peu pauvre. Ouais. Et ça me donne très très envie. Et si vous aimez bien le cinéma, enfin les séries télé plutôt du coup, il y a aussi Morana Baccarin, donc qui a été dans Firefly et qui est dans Gotham. Alexander Ludwig qui est dans Viking. Ça te parle, je crois. Je veux dire c'est le grand blond. Mais, c'est le fils de. Je crois que c'est le premier fils de Ragnar. C'est ça. C'est ça. Et qui est le mari, je crois, de Morana Baccarin. Si je dis pas de conneries. On va pas l'embêter, Madame Baccarin. C'est bien qu'elle arrive avec son garde du corps. Et Ben McKenzie qui était dans. Moi, je le connais surtout pour Newport Beach. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série pour ados qui passait sur la 2. Nope. Moi, j'aimais beaucoup. Il y a Chris Pratt dedans notamment. Mais c'est surtout Gordon dans Gotham. Oui, dans Gotham. Donc ouais, voilà. Et il y a pas Neymar pour la Casa des Papel du coup. Non, tant mieux.
Pourquoi il devait y avoir quelqu'un avec enfin, t'avais entendu? Neymar, il joue dans la Casa des Papel, vu qu'il fait rien au PSG, le joueur de foot, il joue dans la saison 4 de la Casa des Papel. Ok. Du coup, ils auraient pu, vu qu'il ait fait rien, ils auraient pu l'inviter. Bah, j'ai pas, dans la 4, parce que il y a la 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Ah, mais non, parce La que c'est 3, coupé en... Ouais, il est coupé en deux, ouais. Je t'avoue que j'arrive pas non plus à comprendre comment il compte. Non, ouais, je sais pas. Moi, celle qui est sortie sur Netflix, là, j'ai même plus envie de la mater. J'ai maté 3 épisodes et j'ai plus envie de le mater. C'est pas celle qui vient de sortir, peut-être celle d'après, ou je sais pas. Et Ok. Ouais, on s'en fout, c'est pas génial. Du coup, on en parle. Ouais, on Voilà. s'en fout, donc on en C'est parle, effectivement. Mais en tout cas, est-ce que la Comic-Con, toi, les événements comme ça te parle un peu? C'est un des trucs où t'aurais envie d'aller? Oui, ouais. Alors, je t'avoue que j'ai jamais fait de gros trucs comme ça. Hein. J'ai Ouais. fait des petites conventions, même pas forcément comics, mais c'est toujours... Au début, je t'avoue que je jugeais un peu quand je voyais les conventions avec des pseudo-stars de série, tout ça. Ouais. Et en fait, une fois que j'ai mis les pieds, c'est quand même super sympa, quoi. Ouais, c'est cool quand même de rencontrer des gens. Bon, moi, j'irais pas jusqu'à payer pour avoir une photo avec un acteur, mais. Oui, ça non plus, oui. Mais il y a des gens qui kiffent. Moi, je pense à, par exemple à Big M, un ami à moi, qui fait des reports parce qu'il fait beaucoup de conventions comme ça. Et c'est en fait de le voir faire ça, c'est super intéressant. La dernière fois, il a payé pour aller voir Alison Hannigan, donc Willow dans Buffy, et bah vraiment, de le voir faire un câlin avec elle et tout, ça t'as trop envie, ça a l'air trop cool. Là. De se dire, oh, putain merde, j'ai pu faire un câlin avec Willow de Buffy, Ouais, il y a certains acteurs pour qui je pense je craquerais. C'est que nous, ça nous choque toujours, c'est très américain, ça. Ouais. Là-bas, toutes les conventions, Faut payer. Ouais, même la payer, ouais. D23, la grosse convention Disney avec Star Wars et compagnie, les acteurs qui y sont, ils ont pas besoin d'argent, mais voilà, si jamais tu Faut veux. payer les agents en fait. Ouais, peut-être. Si jamais tu veux ta photo avec Dark Maul et Sidious, c'est possible, mais je crois que c'était 300-400 $, un truc comme ça. Mais c'est ce Cela que dit, dit ça Faye à coûte chaque ça. fois, c'est que Marc Hamill, il te fait, bon, normalement c'est payant. Si tu le croises dans les couloirs du truc et que tu lui demandes, il le fait gratuitement. Oui, après, il y a des certains qui jouent peut-être plus le jeu que d'autres, mais c'est que nous, en France, on est toujours un peu. Ouais, mais c'est comme le principe des commissions pour nous en France on est habitué aux dédicaces où tu t'achètes ton bouquin et tu le fais dédicacer, alors que non, le système, on en a parlé maintes fois déjà dans l'émission, mais le système américain, il faut, si tu veux vraiment un dessin et tu veux un beau dessin, il faut payer pour l'avoir. Moi je trouve ça pas déconnant c'est un travail, c'est un travail, le mec va te dessiner pour toi, donc moi je trouve ça normal de payer. Après ça dépend selon l'artiste. Ça peut aller de 40 € à 5000 € pour avoir un dessin. À mon avis, je crois que c'était... Merde, non, c'était des originales de Capullo qui étaient à 5000 €, 10 000 €, des trucs. Ouais. Combien 10 000 €. Ouais, non. Ouais, c'est vrai. On va attendre Tu un payes peu. ta maison et puis tu t'achètes. Ouais, ça, puis tu tapisses avec ça. À mon avis, Jim Lee ou des grands noms comme ça, il faut craquer ton PEL pour pouvoir te payer un petit dessin. Ah, mais après, ça classe, tu rentres Ouais. chez toi et tu dis à tes copains, regarde, c'est Jim Lee, ils font qui? Tu dis, ouais, c'est bon, allez, sortez. Il les dégage. Cassez-vous. Tu vois, c'est le truc. S'ils reconnaissent le dessinateur, C'est ils ça, ont le droit de rentrer. C'est la limite. Ouais. Donc moi ça me hype, et puis rien que encore une fois pour les conférences, c'est cool, les conférences c'est trop cool quoi, de pouvoir discuter, même des fois tu peux poser des questions à des mecs comme ça comme Rick Remender ou Ouais, puis même moi, Roy les Thomas. très peu que j'avais fait, c'était des petites. J'ai trouvé qu'il y a une bonne ambiance en plus. C'est vrai que moi j'étais un peu comme Igor au début. Je regarde ça un peu de loin parce que c'est leur business et compagnie. Quand t'es dedans, tu rencontres forcément des passionnés. Derrière, tu discutes, tu vas au resto, tu bouffes un coup après. Il y a un petit côté forcément commercial. Il faut bien que les gens mangent, mais derrière, c'est quand même souvent des gens qui sont super intéressés par ce qu'ils font ou qui vont peut-être des jeunes artistes qui vont proposer de nouveaux trucs. Enfin, c'est bien ce qu'ils font, que ça reste comme ça au bout de certain nombre d'années à Paris. C'est bien, tant mieux pour nous. Moi j'avais fait la Paris Comics Expo, donc c'était vraiment que avec ces comics ça. Et vraiment l'ambiance était géniale, on était entre lecteurs de comics, dès que tu faisais la queue tu discutais avec les gens derrière toi et tout, c'était vraiment l'ambiance géniale. Vraiment une émulation de gens qui sont passionnés du même truc et qui discutent, qui partagent un moment ensemble, c'était vraiment très très cool. Donc je peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur ce genre de truc. Donc voilà, on a fait un peu le tour de... Vous avez quelque chose à dire encore? Bon, je rappelle les dates, c'est le 25, le 26 et le 27 octobre au Hall de la Villette à Paris. Voilà, si vous voulez y aller. Tu aurais pu inventer Karl Urban quand même pour The Boys. Ouais, peut-être. Enfin, il serait allé. Peut-être l'an prochain, ouais. Ah ouais, ouais, c'est un acteur de SDA, donc de Cinerzano, donc forcément elle paierait pour avoir un Il commence à enchaîner le rôle de geek, lui. Ouais, Judge, il fait- Judge Dredd aussi, je Judge crois. Dredd, ouais. Ouais, il est dans Red aussi avec Bruce Willis, qui était assez marrant. C'est un chouette acteur, ce petit Butcher. On va passer à l'Arlésienne de Warner qui continue son aventure, puisque on nous annonce un nouveau réalisateur pour le film Flash.
je crois que c'est le 5e, toujours avec Ezra Miller dans le rôle du titre. Et cette fois, c'est un spécialiste des films d'horreur, puisque c'est Andrea Muschietti, qui est espagnol ou non, je sais plus ce qu'elle est. J'aurais dit sud-américain. Ouais, peut-être, ouais, je ne sais plus Pardon, du tout. j'en dis une bêtise. Je dis des conneries. Donc, Andrea Muschietti, moi je trouve ça cool, mais enfin, apparemment, il a dit que le film Flash n'aurait pas de lien avec l'horreur, parce qu'il a fait MMA, qui était génial, avec. Très bien. Merde, je sais plus comment il s'appelle cet acteur. C'était pas Barriers Dallas, c'est l'autre. C'est Jessica Chastain. Ouais, il y avait Chastain, il y avait le mec de Game of Thrones. Ouais, Jamie de Game le of Thrones. frère qui Ouais, voilà, Jamie Lannister. fait des choses. Et il a fait les deux ça. Bon, j'ai pas vu le deuxième, mais le premier est très cool. Toi, t'es un peu film d'horreur, non Je suis très film d'horreur, ouais. Et du coup, Mama, est-ce que ça t'avait plu? Clairement, les deux, Mahama et le premier ça, c'est clairement dans le haut du panier de l'horreur actuelle, quoi. Ouais, mais il est pas très haut le panier, parce que... Non, mais quand Pas même. grand chose de... Jason Blum quand même. C'est la belle 6. Merde. Oh putain, mon dieu. Donc, Muschietti, moi, je sais plus combien il y en a eu dessus, mais enfin, il y a au moins... Enfin, ce projet... Rappelons que à la base, Warner voulait réitérer le succès d'Aquaman avec un script très comique et drôle, et que l'acteur principal qui voulait plus s'impliquer sur le film avait dit non, avait dit non, moi je fais pas ce film-là. Il avait voulu le réécrire le scénario, accompagné non moins de Grant Morrison, donc Ça c'est c'est excitant. mais il se fait virer son scénario, il a pas été pris. C'est dommage. Oui, normal. parce que, Puisque c'est- Morrison au cinéma, j'ose même pas imaginer le. Non, mais moi, il faut casse-tête. des lunettes 3D mais spéciales où tu vois des machins qui n'existent pas. Faut prendre des produits avant, mais ça peut être vachement bien quand il Oui, va votre passer dans petite la. pilule avant de... Faut voir 3 fois le film pour comprendre un truc. Ah oui, c'est ça. Quand il passe dans la Speed Force, il passe avec eux là. C'est une fois que c'est à la. Tu l'as vu avec quel buvard, toi, avec celui-là? Ouais. Putain. Selon la drogue que tu as pris pendant, c'est différent. Si tu prends du speed ou du crack, la fin est différente. C'est génial. Et en fait, c'est Christina Hodson qui a écrit le film Bird of Prey, qui est pas encore arrivé, qui a repris le scénario. Donc voilà, on l'aura jamais ce film. Je pense que c'est comme le truc avec Channing Tatum dont je parle Gambit. tout le temps, Gambit là. Moi, j'y crois. On est deux. On en a parlé Ouais, mais longtemps ça, de ce film. C'était une rumeur, ça, non? Non, Non, c'est non. longtemps. Il était en production et tout. Vous avez des dates qui repoussaient d'un an. Ouais. Je crois que il était dans mes news au moins une vingtaine de fois, parce qu'à chaque fois il le repoussait, et finalement ça se fera jamais. Là, non, maintenant que ça a été racheté, d'ailleurs, c'est peut-être la seule excellente bonne raison, le fait que le X-Men ait été racheté, c'est qu'après on n'aura pas Gambit parce que bon. C'est con parce que Channing Tatum il avait un peu la tête de Gambit, je trouve, moi. Complètement la tête de Gambit. Ouais, oui, mais il va danser au milieu. Ah, ouais, je sais pas. Ah bah dans les films de Soderbergh il se démerde bien, hein, Channing Tatum. Je sais pas si t'as vu Contagion qui est pas mal. Il y Non. avait quoi d'autre avec lui qui était cool. Effet secondaire aussi était pas mal avec avec lui. Je l'ai vu dans celui avec la fin du monde. Il a un tout petit rôle où il est habillé en cuir et en chien. Là. Ah James oui, Franco. c'est vrai, il est marrant ce film. J'ai trouvé De génial. Seth Rogen, c'était trop C'est bien. ça, ouais. Ouais. C'est peut-être son meilleur rôle. Je me base moi de ce que j'ai vu, oui, mais. Moi j'ai eu la malchance de voir Magic Mike, c'est de Soderbergh aussi d'ailleurs, je crois. J'ai peut-être des conneries. Moi je crois que c'est de Soderbergh aussi. Je saurais pas C'est dire. basé sur sa vraie vie où apparemment il a été J'ai vu stripteaseur. Jupiter Ascending aussi, c'était Oh, putain, hélas. Jupiter. Il est repassé il y a pas longtemps où c'était sur je sais plus quel. J'adore Ah, les ouais. Wachowski, mais. Ouais. Là on sait pas où elle voulait aller. Non, C'est fou. Hein. tant pis. Ça a l'air bien. Bon, le film Flash, tu as On y croit. digresser pour. Je- Ouais, moi aussi. Et puis j'aime bien Ezra Miller dans C'est le qu'au rôle. bout d'un moment, ça fait tellement pitié qu'il va sortir un truc, on va y aller quand même, le pauvre. C'est pas Ezra Miller, ça fait 10 ans Faites-lui- que. Faites-lui son film. Voilà, oui, qu'on en parle plus. Ça te parle toi, Flash, c'est un perso que t'aimes bien? Gloria ou- Grood. Pas plus que ça. Après, avec le nom du réalisateur que tu viens de dire, oui, là, ça me parle. Ah Ça ouais. me plaît bien. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment le sens du spectacle. Je veux dire, le premier, ça, c'était vraiment un train fantôme, quoi. C'était un Ouais, festival. bah ouais, il y avait c'est ça, ouais. des monstres et des surprises dans tous les sens. Donc oui, oui. C'est intriguant d'ailleurs qu'il se avec retrouve lui, là, oui. je trouve. Un mec qui lui soit. Je sais pas si c'est proposé ou si le nom est arrivé. C'est vrai qu'il est bankable, mais ça, Muschietti, c'est pas forcément le. Bah, ils bossent avec quoi? Enfin, je pense qu'ils prennent les réalisateurs. Ça, c'est Warner Ouais, aussi. mais, donc ils doivent- c'est pour le coup l'idée est intrigante. C'est comme James Wan, hein, qui vient pas du tout. Ouais, après, ça a fonctionné avec James Wan, alors Ouais. pourquoi pas. Oui, ah oui, carrément. Ouais. On va passer à une autre news. C'est Telltale qui renaît de ses cendres, puisqu'on avait appris il y a un an la fermeture brutale du studio de jeux vidéo Telltale Game, studio qui était spécialisé dans les jeux vidéo narratifs, qui avait sorti plein de jeux avec des licences un peu connues pour nos lecteurs de comics, puisqu'ils ont fait du Batman, ils ont fait Walking Dead, ils ont fait Guardians de la Galaxie, ils ont fait aussi Game of Thrones.
Et ils avaient ils avaient fermé leurs portes suite à des problèmes financiers, notamment apparemment que les licences qu'ils achetaient coûtaient plus cher que ce que leur apportaient les jeux, ce qui est dommage. Et bien il y a la compagnie LCG Entertainment qui vient de racheter le studio et qui a dit qu'ils allaient réengager tout le personnel pour relancer un peu ces jeux narratifs. Et apparemment ils ont regardé les licences Warner, donc ils avaient encore du Batman. Je crois qu'ils ont perdu Walking Dead qui est parti sur un autre studio. C'est qu'ils ont fini le jeu qu'ils n'avaient pas pu finir. Donc pourquoi pas. Moi j'aime pas, j'aime pas trop ces jeux. J'ai testé le Batman. Je trouve ça un peu chiant au final. Je sais pas si vous écoutez jeux vidéo, Igor. Moi j'avais fait leur Walking Dead, la saison 1 que j'avais trouvé vraiment incroyable. Et en fait, dès la saison 2, j'avais trouvé que ça commençait à s'essouffler un peu. Passer la surprise du concept, en fait, il reste pas grand chose, quoi. Du coup, j'ai pas enchaîné, j'ai pas fait tout ce qu'ils avaient fait après. Ils avaient fait un truc sur Fable aussi. Oui, ils avaient fait. Mais non, tout ce qu'ils ont fait, The Wolf Among Us. Et tout ce qu'ils ont fait après Walking Dead, non, je sais pas du tout. Ils ont fait Borderlands aussi. Oui, je crois que je l'ai acheté sur Steam à pas cher. Il est dans un coin. Il faudrait peut-être que j'y joue un jour. Et du coup, toi, ça te parle les jeux narratifs? Ouais, s'il n'y a pas Zelda, tu sais. Effectivement. On comprend pas, no comprendo. On sait. D'accord. Bon, pourquoi, moi, je trouve ça cool. Il y a des gens qui se sont fait virer, qui vont pouvoir retrouver leur travail. Je trouve ça positif dans un. Rien que ça, c'est bien. Ouais, voilà. Et on va parler, on va finir ces news avec le truc le plus optimiste de cette semaine, c'est qu'on a eu droit à un nouveau trailer pour le film de Todd Phillips, Joker, qui a l'air vraiment de plus en plus alléchant, ce film. Dans cette bande-annonce, on voit que le film est vraiment, moi, après c'est une impression, hein, j'ai vu que la bande-annonce, je peux pas juger le film, mais on sent un film engagé, violent, et puis teinté de folie un peu, donc vraiment, c'est parfait pour Joker, je pense. Et d'ailleurs, le film a eu des super retours suite à son passage à la Nostra de Venise, avec notamment plus de 10 minutes d'ovation. Donc vraiment, et apparemment parce que là les critiques commencent à tomber au fur et à mesure, hein, puisque le film va arriver en octobre là, et toutes les critiques sont dithyrambiques en disant que vraiment c'est génial. Je sais pas s'il faut vraiment se fier sur les critiques pour juger le film. Vu l'accueil que Shazam avait eu, je sais pas trop, je pense. Oui, il y a... Aux États-Unis, il avait eu une série de critiques dithyrambiques. Ah ouais, moi j'aime bien Shazam, j'ai trouvé cool. Je trouvais bien, mais oui, pas. Et ça te parle de Joker, est-ce que t'as vu le nouveau trailer? Ouais, alors je suis pas hyper hypé par le projet, mais rien que de Joaquin Phoenix déjà ça me parle. Ouais. Puis si juste on pouvait avoir un vrai film sur un méchant. Mais là il a l'air vraiment méchant. Qu'on fasse vraiment un vrai méchant, pas un Suicide Squad, pas un Venom, un vrai méchant. Là je serais complètement d'accord. Ça te parle Oui, moi j'ai adoré aussi. Ouais, j'adore la photographie. Je la trouve la lumière est à la fois parfois totalement froide, de temps en temps un peu plus chaude quand il est dans son appartement. Enfin, c'est l'air vraiment bien travaillé. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour le coup. Oui, je suis même pas sûr que ce soit sur un méchant. J'ai vraiment l'impression que c'est sur un mec qui pète une durite et qui fait des trucs après derrière, qui entraîne d'autres personnes. Mais ouais, ça a l'air quand même plus empreint de crise sociale, peut-être un truc à la Michael le film avec Michael Douglas. Libre. Ça m'a fait penser un peu à ça, ouais. Je crois qu'il a pas mal cité Taxi Driver. Ah ouais. Oui, visiblement. Modèle. Et on est peut-être, je serais assez intéressé si on n'est pas loin encore du Killing Joke avec il suffit d'une mauvaise journée pour faire basculer quelqu'un. Enfin, c'est vraiment ça a l'air vraiment bien fait. Là, tu touches le sujet sensible. Je promets, on fera une V2. Peut-être pas cette année, mais on fera une V2 sur Killing Joke. On en a dit trop du mal. Et on s'est pris trop de bashing. Trop de bashing, tu bashing. On va la refaire et on dira du bien de Brian Bolland cette fois-ci. Et pour Et non, mais c'est bien. Et puis je serais content que ça marche. Ça veut dire que tu peux porter un regard différent sur les comics. Et moi, à une époque où je m'ennuie un peu fermement sur les Marvel, si on peut proposer de temps en temps autre chose, je vais pas dire non. Ouais. J'irai le voir plein de fois. Et apparemment, ça sent il y a plein de gens qui disent que ça sent l'Oscar. Donc, ce serait bizarre, sorti de Suicide Squad et de Justice League, que le film. Ça serait génial que ce soit un Warner, un DC qui gagne l'Oscar devant 52 films de film Marvel. Ça ferait tellement chier Kevin Feige. Donc ouais, pourquoi pas. Non, j'avais encore une news, et c'est pas une news très très cool, mais bon, c'est pas grave. C'est le scénariste de DMZ, de Rebels, dont on a parlé il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui est malheureusement qui est accusé d'harcèlement sexuel, et qui vient de perdre sa série pour Dark Horse, Alien Colony Marine.
C'est tiré d'Alien, je sais pas, t'avais l'air de savoir. Bah, moi je les suis, les comics Aliens, je les achète pas, mais de temps en temps j'aime bien. Et ça là j'avais suivi parce que j'aime bien Brian Wood. Et ouais, ils l'ont annulé direct dès l'annonce de possible accusation. Alors moi j'ai vu, ouais, c'est une accusation, donc il a pas été attaqué en justice ou quoi que ce soit. Mais apparemment, et encore une fois, on met tout ça avec des gros guillemets, ceux qui ont des brous de couloir. Mais ça fait des années qu'il a cette réputation de prédateur. Et apparemment, il s'en prendrait très facilement à des jeunes filles un peu fans de son travail. Et notamment, ils s'en étaient déjà pris il y a pas très longtemps à une dessinatrice avec qui il voulait travailler, en échange de lui montrer ses dessins et de dire on va faire un truc ensemble, il lui demandait des faveurs sexuelles alors qu'il était marié et qu'il allait avoir un gosse. Donc ouais, c'est le MeToo au final, ça touche toute l'industrie de l'entertainment. Il y a pas que Weinstein et voilà. Ouais. Et c'est bien que ça sorte, faut que ça sorte ce genre de truc. Si c'est vrai, oui. Ouais, si c'est vrai. C'est vrai, faut que mais ça a l'air, enfin, au vu des. Apparemment, les témoignages se multiplient, donc ça a l'air quand même vrai. Ouais, il y a Neymar, il y a pas très longtemps aussi, les témoignages se multipliaient, et finalement, c'était rien du tout. Tant que, voilà, il faut en parler. Après, comme je dis, voilà, c'est ça que moi connais parler. Présomption d'innocence, tant que le mec a pas été condamné. Si c'est vrai, il faut le condamner, et il faut effectivement le punir et fermement pour que ça se reproduise plus. Du coup, on arrive à la review, pas de pause musicale puisque nous ne sommes pas en radio cette semaine, encore 2 semaines avant les feignasses de Radio Campus sont encore en vacances. Les feignasses qui j'espère vont pas nous écouter. Sûrement. Ça sera la dernière. Ah oui, je peux en parler, c'est marrant. Je sais pas si tu l'as vu, si je l'ai dit sur la converse. Je me suis un peu fait niquer parce que j'ai ouvert ma grande bouche. Je suis vraiment un gros con et s'il m'écoute, je m'excuse. J'ai parlé sur Pascal Garcin en disant enfin Monsieur Garcin le découpeur, le serial cutter, en disant que je l'avais invité plein de fois et que il m'avait un peu ghosté, enfin il m'avait pas répondu et en disant je m'en fous de le dire, de toute façon ça passe, il écoutera jamais. Et il a écouté, il m'a laissé un commentaire en disant tu me donnes une date précise et puis je viens. Donc ouais, je m'excuse d'avoir été médisant. Il viendra peut-être il viendra peut-être te casser la gueule. Il vient me casser la gueule directement à la radio. Directement. Vous pourrez le voir en direct. Dans 2 semaines sur YouTube. Baston général à la radio Campus. À coup je prendrais un ciseau dans les yeux ou une connerie comme ça. Donc ouais, même si je réitère ce que j'avais dit, ça me fait, quand je vois tes planches, ça fait quand même du mal à mon petit cœur de lecteur de comics. Oui, voilà. Il découpe autant de comics, quoi. Mais alors qu'il y a des gens qui pourraient aller lire tous ces comics, quoi. La spécialité de monsieur, c'est de faire des couvertures en découpant des comics. Donc effectivement, suivant ce qu'il découpe, c'est magnifique ce qu'il fait. Il a fait des super couvertures pour Marvel, mais ouais. Et pour DC aussi, enfin, il y a plein de trucs. Il a fait plein de trucs. La Marvel 1000 là qu'il a sorti il y a pas longtemps, elle est très très belle. Donc ouais, et bientôt dans l'émission. Donc voilà, et je m'excuse d'avoir été médisant. Et maintenant, je fermerai ma grande bouche. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut passer du coup à la review? Tout le monde est prêt? Donc on va être sincère et honnête avec vous. Cet été, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un gros colis. Je me dis mais merde, qu'est-ce que c'est? J'ai rien commandé du tout. Un colis immense qui est très lourd à un moment. Et avec marqué Comics Discovery dessus en 2 mots. Donc ça m'a rendu fou parce que tout le monde l'écrit en 2 mots. Alors que c'est écrit en 1 mot, ça se voit bien. C'est fou ça. Donc voilà, vous le saurez pour les prochaines fois. J'ouvre le colis, qu'est-ce que je vois? Plein de comics de Paperback. Donc Paperback, c'est le label de Casterman spécialisé comics. Donc on a reçu plein de comics. Et du coup on va leur proposer une émission. On les revend si jamais. Faut se faire des sous. Non. Peut-être que j'en ferai offrir. J'en ferai. Déjà, je vais les. On en ferait à l'équipe déjà. À l'équipe, ouais, déjà, ouais. Sachant que Faye a déjà dit qu'Interceptor c'était pour elle. Bon, tu pourras prendre Atomic Robot si tu veux. Donc je offrir une partie à l'équipe et peut-être faire gagner un des comics à un auditeur ou 2, ça pourrait être sympa. Donc on verra ça plus tard, hein, comment on fait gagner tout ça. D'abord, on va vous parler des comics. Donc est-ce que tu veux dire un mot vite fait sur ceux qu'on a pas reçus, ceux qui sont sortis avant, qui sont peut-être un peu moins disponibles? Enfin, je sais pas, tu les as encore dispo toi chez toi? Si, c'est toujours disponible. Rappelons-le que Igor bosse à Cultura, donc
Donc les deux que t'as pas reçu, donc c'est Magnus et Orkstein dont t'as fait une critique, si vous voulez aller voir sur le site web. Je crois pas. Non. Si. C'est une bonne idée par contre. Si, je crois que tu l'as fait. Ah ouais? Non, peut-être, je sais plus. Non, ça n'y est pas. Mais elle y est hypothétiquement. Ouais, elle est dans ma tête, c'est pareil. C'est cool, Orkstein. Je trouvais ça très cool. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Igor. Oui. Disait, en fait, c'est le meilleur truc de. Les deux trucs que j'ai préférés, moi, c'est les deux dont on va pas trop parler, quoi. C'est Orkstein et Magnus. Et si vous voulez en parler, je sais pas qui veut présenter le titre. Ouais, j'ai fait que Orkstein. Donc Orkstein, c'est James Stockway, si je me rappelle bien. C'est ça. Ou James Stockway, je sais pas trop comment. Qui scénarise, qui dessine, qui est un gars que j'avais découvert sur une série de Moon Knight, qui avait fait un truc formidable sur 3 pages. Et du coup, je le suis. Ça raconte l'histoire d'un monde médiéval fantastique avec que des orques, avec différentes tribus d'orques. Et alors, si je me rappelle bien, il y a un espèce de grand orc qui a eu un peu plus de couilles que le reste des orques, qui est arrivé. L'Orcstar, voilà, merci. Qui est arrivé à unifier toutes les tribus orques, ce qui est quand même très coton parce que c'est très con un orc. Pour ceux qui connaissent un peu Warhammer, ça m'a fait penser un peu à un moment donné, donc ces tribus d'orques qui se tapent dessus régulièrement. Tu veux dire 15 voix orques dans cette critique. Ah, oui, ouais. Il y en a. Et du coup, il a reçu une prophétie en disant que, alors je me souviens plus, un orc avec quelque chose de particulier. Un borgne, voilà, un borgne allait causer sa perte. Du coup, l'Orcstar, il décide d'envoyer toutes ses armées à travers le pays, et dès qu'il voit un borgne, il le tue. Et à partir de là, il y a le héros qui arrive, qui a un pouvoir particulier, c'est qu'il est capable de voir le point faible de tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné, avec un seul petit coup sur un personnage, à faire tomber son organe sexuel érectible, extérieur. Je crois qu'ils appellent ça le groche. Oui, c'est ça, c'est le groche. Le groche. C'est ça. Et pour le coup, c'est un univers complètement barré, c'est l'air sympa, complètement débile. Violent au dernier degré, mais cartoon fun pour le coup. Les dialogues sont assez cool de mémoire, j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais, les orques en fait ont leur propre patois. Oui, chacun invente des mots, des expressions, et du coup c'est super sympa. Suivant, moi, il y a 2 exemples par exemple que j'ai en tête. Alors le premier, c'était pour communiquer. Ils ont un système où en fait ils attachent des orques à des fils et ils leur font faire des gestes, et en fait les gestes sont transmis au fil. Et de poteau en poteau, ça transmet à un autre orc au bout du pays qui est attaché, qui fait les mêmes gestes. Et pour le coup, la personne qui est au bout du fil, en gros, c'est ce que celui d'avant voulait dire, ce qui est très con, mais ce qui est rigolo. Et l'autre truc qui m'avait fait marrer, c'est dans les add-ons où ils expliquent d'où vient la monnaie du pays. Alors la monnaie du pays, c'est le groinch, ça, je me rappelle bien. Le groche. Le groche aussi, pareil, c'est l'organe reproductible de l'orc. Et si jamais tu arrives à abattre un de tes ennemis, tu peux lui couper le groinch. Tu le mets dans une espèce de résine, il y a un tuto tout est expliqué dans le comics. Tu le mets dans une résine, tu le coupes en rondelles, et ça te fait des pièces, et avec ça te fait du pognon en gros. Alors toute la question, c'est savoir si tu fais des pièces assez étroites mais t'en fais beaucoup, ou si t'en fais des moins étroites qui valent plus mais t'en fais pas beaucoup. Et donc voilà, c'est un univers complètement barré, avec une sorcière complètement folle, et je sais pas du tout où ça va aller, mais c'est assez dément comme truc. Non, j'avais vraiment trouvé ça super. En fait, le mec arrive vraiment à créer un univers fantasy à lui. Je trouve que ça se démarque vraiment de la concurrence. Oui, parce que des orques, on en a vu des millions. C'est ça. Et là, c'est vraiment, c'est suintant, c'est sale, ça grouille de détails dans son dessin. Ouais. Les dessins sont magnifiques. Et son histoire, son univers correspond complètement à son dessin, en fait. C'est ça qui est formidable. Il y a vraiment les deux se complètent parfaitement. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vraiment fouillis. Il faut regarder un peu. Ces genres de détails de dessins, il faut regarder un peu dans les coins. Parce que t'as toujours. Tu peux t'arrêter 5 minutes sur une planche juste pour regarder tous les détails dans tous les sens. Puis t'as toujours un orgue dans le coin qui fait une connerie. C'est particulier, mais moi j'ai trouvé ça très fun. Et puis vraiment homogène. C'est vraiment bien travaillé. C'est pas juste con. C'est con, mais dans le sens positif. C'est bien foutu. Après, moi, le seul bémol que j'aurais, c'est que c'est un tome 1. Et en fait, le truc est sorti aux États-Unis entre 2010 et 2012, je crois. Et ils sont arrêtés au numéro 7. Du coup, en fait, le tome 2, apparemment, j'ai regardé, il bosse toujours dessus, mais il a rien sorti depuis 2012, quoi. Donc le tome 2, on l'aura, mais quand Jamais. Ouais. Donc je sais pas. Tant pis. Mais sinon, c'est très bien. Oui, ouais. Oui, après, vous conseillez tous les deux. Oui, parce que même s'il n'y a pas une vraie fin, tu passes un bon moment quand même. Et puis c'est tellement cool que c'est pas grave. Puis d'ailleurs, l'auteur James Stockway, tu parlais d'Alien tout à l'heure. Il a fait Alien Dead Orbit, qui vient de sortir chez nous, chez Vestrom.
Il est cool. En mai, je crois, il est disponible en français et c'est très bien. Ouais, ça aussi, allez-y. Je l'ai acheté en VO à l'époque parce que pour le coup, j'étais comme un fou. Je pensais même pas qu'il allait sortir. Alors, j'ai pas trouvé ça foncièrement révolutionnaire dans la mythologie alien, mais c'est super efficace. C'est super beau. C'est pareil, c'est une espèce de dessin ultra détaillé et c'est bien solide aussi. Ça fait partie des auteurs que je suis maintenant depuis Moon Knight, Orkstein, Alien et ce qu'il va faire par la suite si jamais il fait la suite. Et j'aimerais trop faire du Vestron. D'ailleurs, un petit message à Vestron si vous voulez nous envoyer des services presse, ce sera avec grand plaisir parce que vraiment ce que vous faites ça a l'air très cool. Magnus du coup. Et du coup Magnus, alors ça c'est un récit complet. Et ça pour moi c'est clairement le truc le mieux, le meilleur titre qui est sorti. D'accord. Donc à la base, donc ça j'ai appris en me renseignant, ça existait déjà avant Magnus, c'est une licence, ça s'appelait Magnus Robo Fighter. Okay. Et c'était un titre qui a été créé dans les années 60 où c'était un mec qui foutait sur la gueule avec des robots à main nue dans le futur. Donc un truc assez régressif. Apparemment ça a eu plein de reboots chez différents éditeurs, il y a eu un run assez connu apparemment chez Valiant notamment. D'accord. Et donc là c'est un reboot complet et qui change complètement de style. On n'est pas du tout dans un truc d'action. On est sur du polar de science-fiction en fait, où on a le personnage principal Magnus est un psychologue en fait. D'accord. Un psychologue pour robots, parce que dans le futur tout le monde a son robot et ils sont tellement évolués les robots qui deviennent on va dire intelligents et qu'il y en a énormément qui développent des maladies, des dépressions, des dysfonctionnements et du coup ce personnage sert à essayer de soigner les robots. C'est marrant. Et la particularité aussi de l'univers c'est qu'ils ont créé un espèce de monde virtuel justement pour que les robots je crois qu'ils ont droit à 4 heures par jour puissent se réfugier là-bas et faire ce qu'ils veulent loin des humains pour essayer d'aller mieux. Et donc Magnus est un des seuls humains qui peut voyager dans ce monde-là et va se servir de ça pour enquêter sur un meurtre qui a apparemment été commis par un robot. Donc c'est cool, et c'est vachement bien. C'est un thème qui a été vu et revu des tas de fois. iRobot, Asimov, à iRobot. Mais voilà, mais cette approche psychologique elle change tout vraiment et ça c'est très très bien fait. Et du coup on est sur le récit est fini en 5 numéros et c'est du très bon quoi. Vous pouvez y aller. Ça donne envie. Putain, les deux trucs, c'est vraiment, ça donne envie. Du coup, Magnus, c'est Orkstein. Donc voilà, si vous les trouvez et que on vous a donné envie, n'hésitez pas à les acheter. On va passer avec moi, comme ça au moins ce sera fait. Moi, je vous parlais de Mech Academy, qui est sorti il y a 2 tomes qui sont sortis chez Paperback. C'est de. Il y en a 3. Il y en a 3 ? Il y en a 3, c'est fini en 3 tomes. Ah ok, j'ai pas vu le 3e. Ils l'ont pas envoyé, mais il est là. D'accord. Et on verra. Je l'achèterai cette fois parce que quand même. Donc Mech Academy c'est de Greg Pak et de Takeshi Miyanama. Greg Pak, c'est un scénariste et réalisateur coréen et américain. Il a bossé sur du Hulk, il a fait la suite de 1162 de Gaiman. Il a fait quoi d'autre? Il a tourné le mec a réussi à faire tourner Coppola et Kurosawa dans un de ses courts-métrages, une parodie de Blair Witch. T'as Kurosawa, donc les réalisateurs Coppola et Kurosawa, et un autre dont j'ai oublié le nom, qui sont à la recherche du cinéma indépendant américain. Donc ça a l'air très drôle, j'ai très envie de le voir. Greg Pak, ça vous parle? T'as déjà lu du Pak? Greg Pak, c'est World War Hulk. Ah bah voilà, on va le faire dans pas longtemps, on va voir Hulk. Et Planète Hulk aussi, ouais. C'était très très fun. Très con aussi, mais très très fun. Okay. Et il y a un écho dans le Thor Ragnarok, donc ça a un impact. C'est cool, c'est vraiment cool. Et World War quand il ressort dans pas longtemps, on va le faire dans l'émission. Ah excellent. C'est voilà, si tu poses le cerveau, mais c'est Hulk Smash. Puis il a raison de se venger. Et Takeshi Miyazama, il est canadien, il vient d'Ontario et il a bossé sur pas mal de Marvel, il a fait du Runaway. Et Mech Academy c'est un peu comment expliquer, c'est très 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 enfantin. Je pense que ça plairait pas forcément à toi notamment. Bravo. C'est l'histoire d'un petit technicien de surface. Je te rappelle que j'aime beaucoup le Mon voisin Totoro. Ah ok, j'ai été médisant. Encore. Donc un petit technicien de surface dans une académie de pilotes de robots. Et c'est dans un monde où en fait on ne sait pas pourquoi il y a c'est tous les 5 ans, non je sais plus, ou tous les ans, je ne sais plus. Il y a 3 robots qui arrivent et qui choisissent un enfant pour devenir son pilote. Et en fait du coup cette académie elle élève un peu ses pilotes et lui il tombe par hasard en fait sur un des robots et du coup il se fait un peu détester tout le monde parce que normalement ça doit être
un cadet et pas un connard qui lave par terre qui est censé devenir le pilote de robot. Et du coup, il devient un pilote de robot et il va devoir se battre contre une espèce extraterrestre qui les attaque aussi, qui s'appelle les je ne sais plus, je sais pourquoi j'ai demandé le nom parce que je me souviens plus du nom. C'est des chargues ou un truc. Ouais, c'est les chargues ou un truc, c'est une espèce de crabe géant. Et c'est assez fun. Le dessin est vraiment cool avec un côté très manga. C'est c'est un récit d'adolescence en fait. En gros, c'est Evangelion chez Harry Potter. Sans la dépression. Ah. Je crois que l'éditeur le présentait presque comme ça. Ah, je crois qu'il disait Harry Potter à l'école de Pacific Rim, je crois. Ah, ouais, c'est peut-être qu'il avait sorti ça comme expression. Plus que Pacific Rim qu'Evangelion. Effectivement, pour avoir cet été, on a voulu revoir Evangelion et ah, c'est chaud. Et c'est fou. Digression, mais c'est pas grave. C'est fou parce que l'animé il est normal pendant les 10 épisodes et au bout d'un moment il prend un virage à 180 degrés. Tu fais mais quoi? Mais je regardais un truc sur des enfants qui se combattaient avec des. Pourquoi d'un coup il y a des il y a des trucs métaphysiques et des gamins qui font des discours pendant 2 heures sur l'identité et sur le viol. Enfin, sur le grand plan de l'humanité ou je sais pas quoi. Là, c'est puissant, ça va loin. Et apparemment tous les monstres que tu vois, c'est toute une représentation du viol différent. C'est une des interprétations du truc. C'est assez fou. On n'a pas encore vu apparemment. Il faut voir le film et après les 2 derniers épisodes qui sont vraiment très barrés. Death of Evangelion, c'est là où Death and Rebirth. Ouais, je sais plus. Oui, parce qu'en fait la fin de voilà, pas une digression rapidos, la fin de l'anime, tous les spectateurs ont gueulé parce que c'est pas ça qu'ils voulaient voir. Et du coup, le créateur est revenu pour filmer d'autres épisodes qui sont encore plus cryptiques, encore plus barrés, et il leur a dit vous voulez une fin, prenez celle-là en gros quoi. Et il y a une fin, mais voilà, c'est interprété de manière je sais pas combien. J'ai lu des trucs, un truc dégueulasse avec encore une fois, ça met entre guillemets, mais j'ai lu des trucs comme quoi en fait, il avait plus du tout de budget sur la fin et il s'est dit bon je vais faire mes 2 épisodes comme je veux, je m'en bats les couilles. Et on part dans des trucs. Enfin, c'est fou parce que je sais pas si tu l'as vu, Igor, mais il y a des moments où c'est juste une barre comme ça qui filmait une barre sur fond noir qui bouge avec des gens qui parlent par dessus et c'est censé vouloir te dire quelque chose. C'est ça. Non, j'ai regardé un peu d'Evangelion, mais ça me dit rien. J'ai dû m'arrêter à temps. Ouais, non, mais c'est pas que c'est nul, hein. C'est juste que tu comprends pas. Il essaie de te dire un truc. Tu vois qu'il y a un truc il y a un message. Il y a un message, mais tu comprends pas. Mais tu ne comprends pas le message. Tu te dis, je veux comprendre. Enfin, bon, je suis pas sûr qu'il y en ait en fait. Hein. Il a des soucis de dépression cet homme-là. Hein. D'ailleurs, pour Netflix, ils ont tout redoublé et franchement, le doublage VF est vraiment bien. Ah. Moi, j'aime beaucoup la VF personnellement. Le doublage, c'est un truc qui me plaît. Et là, vraiment, je trouve que si vous avez Netflix, jetez un coup d'œil, c'est vraiment très cool. Ah, ça vaut le coup, c'est une expérience, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vomis ou tu deviens accro. Mais... Et puis c'est très beau quand même. Oui. Enfin, les épisodes où c'est pas juste des barres qui bougent, c'est très beau. Mais en tout cas, Mech Academy, donc vraiment un truc. Je pense que c'est un titre parfait pour découvrir le comics. Si t'aimes bien si votre enfant, il est plus, enfin votre enfant, ou si vous connaissez votre petit neveu, il lit que du manga. Vous lui dire tu veux lire un peu plus de comics, tu lui donnes Mech Academy. Je pense que c'est un titre parfait pour débuter, pour se dire regarde, il y a un trait un peu plus américain avec un côté un peu manga et tu peux kiffer, donc ça va être un premier pas vers le comics. Puis l'histoire est sympathique, bon, ça casse pas 3 pattes un canard, mais comme tu disais, le dessin fait très manga, mais même le scénario. Ouais. Là, tu regardes le tome 1, c'est du shonen pur et dur. Ouais. C'est vraiment l'outsider qui est avec qui le rival. On sait pas trop comment en tête et qui le rival va faire qui ses devient preuves. Gentil. C'est ça. Avec tous les. Ouais, c'est très shonen. C'est un neketsu en fait. C'est construit exactement comme un shonen, mais je trouvais ça assez efficace. Quoi. Parce que je veux dire, l'origine story et la présentation des personnages, dans les 20 premières pages, c'est plié. Et il y a même, on sent qu'il y a un vrai background. Enfin, le mec a un univers un peu riche derrière. Il a pensé à son truc et ça va un peu plus loin. Donc moi je peux que vous conseiller Mech Academy si vous avez envie de lire un truc sympathique. Voilà. Je pense que on peut pas aller. Est-ce que tu veux passer à ton titre Interceptor là. Allez, alors Interceptor, c'est 2 petits jeunes qui s'en occupent. Donny Cates, dont on a parlé pas mal de fois dans l'émission. Qui a scénarisé Baby Teeth, notamment chez Aftershock, dont on a parlé dans New Mois aux États-Unis. C'est Snorgle. Ouais, Snorgle en VF. Ghost Fleet, qui est trouvable en VF aussi, que j'avais trouvé assez cool. Chez Urban, ouais, je crois. Chez Urban, il me semble, ouais. Et très vite, en fait, même s'il a une jeune carrière, il arrive chez Marvel. Cosmic Ghost Rider qu'on a fait aussi dans l'émission. Hein, 2 secondes. Il arrive chez Marvel. D'accord. Un mardi.
Et très vite, en fait, ouais, comme on disait en off, il a un nombre de titres impressionnants qui lui a été confié. Il a fait en l'espace de 3-4 ans max du Thanos, du Venom, du Doctor Strange. Il s'est même occupé de différents petits events, donc des histoires un peu plus importantes avec différentes séries, Damnation, Absolute Carnage en ce moment aux États-Unis, Death of the Inhumans aussi, donc des trucs assez importants, et Cosmic Ghost Rider, effectivement, dont on a parlé dans l'émission, avec Dylan Burnett au dessin, qui lui est canadien. Le truc sur Thanos aussi, non, Thanos. Ouais, il a fait Thanos, je sais plus. Thanos, je sais plus. Rise, je crois. Je me demande s'il n'a pas fait du Gardien des Galaxies aussi, ou il est sur les Gardiens en ce moment. Ouais, je sais plus. Il est partout cet homme-là, je sais pas comment il fait un peu. C'est le Charles Soule moderne peut-être. Il fait énormément de séries en même temps. Et donc Dylan Burnett, jeune dessinateur, le premier gros job qu'il a eu de ce que j'ai trouvé, c'est donc Interceptor, qui date de 2016. Donc déjà avec Donny Cates, les deux se retrouvent sur le Cosmic Ghost Rider. Le pitch d'Interceptor, alors la Terre est ravagée par les pollutions, la guerre, le réchauffement climatique, tout ça, on est au bord de la falaise, et vu qu'il fait de plus en plus chaud à cause du réchauffement climatique, il y a des calottes glaciaires qui fondent, et sous la calotte glaciaire, il y a des armées de vampires qui dormaient tranquillement, et du coup, ils se réveillent, ils commencent à bouffer les humains, et là, pour les humains, ça en a un peu trop, du coup, ils s'associent tous dans un dernier élan généreux, où tous les scientifiques géniaux du monde font une grosse batterie de vaisseaux spatiaux, ils se barrent de la planète. Ils vont sur Palus et ils vivent tranquillement là, ils refont une civilisation et quelques années plus tard, le service secret chope encore 2 vampires qui venaient sans doute en mission de reconnaissance. Et pour le coup, c'est l'occasion pour le gouvernement de Palus d'envoyer sur l'ex-terre une soldate, Polly Lehan, avec une armure totalement ouf, c'est War Machine x15, enfin un truc ultra bourrin, qui s'appelle l'Interceptor. D'où le nom du comic. Voilà, pour voir ce qui s'y passe, qu'est-ce que les vampires préparent et à quoi ressemble notre planète. Avec une dernière survivante. Oui, qui se trouve être l'une des dernières à avoir quitté la planète quand elle était gamine, et avec à bord de son vaisseau, sauf que voilà, dans son vaisseau il y avait aussi un vampire et ça s'est très mal fini pour la suite parce qu'elle est arrivée sur Palus. Alors le début est assez classique, hein, il se casse pas trop la tête, il t'envoie le background assez vite et ça place à l'action. C'est un comics lire assez vite, ouais, c'est quand même bien bourré d'action. Alors ça m'a rappelé vraiment ce que j'ai lu de lui sur le Ghost Rider et sur The Ghost Fleet, c'est-à-dire que c'est pas mal, c'est distrayant, tu passes un bon moment, le rythme ça envoie du pâté, mais c'est un peu frustrant parce que il a des bons concepts, il a des bonnes idées, il met pas mal de choses en place, mais il va pas forcément au fond du truc, ou c'est pas forcément creusé à mort, c'est un peu trop rapide. Par exemple, dans le comics, tu as les deux persos principaux, la soldate et la petite Whip, qui est une gamine qui est née qui vit sur Terre, qui est en plein oui, parce qu'on se rend compte que pré-ado, voilà, il y a encore des humains qui font ce qu'ils peuvent contre les vampires. Et les deux se lient d'amitié, ce qui pourrait être assez émotionnellement assez intéressant, mais je trouve c'est un peu rapide, tu vois, c'est un peu, ça passe. Ils sont séparés vite après. Ouais, ça passe un petit peu vite, et ça me manque un petit peu peut-être de fond sur 2-3 trucs. Les concepts aussi, le concept est assez cool, il y a pas mal d'idées, mais par exemple sur la planète Palus où sont les humains, l'élite peuvent faire arrêter le vieillissement, ils gèrent un peu comme ils veulent, et l'idée est pas mal, mais sincèrement là pour l'instant ça sert à rien du tout en fait, quoi. En plus c'est en un tome, non? Il y a une suite. A priori il y a marqué à suivre à la fin, donc, ok. Donc peut-être effectivement c'est à suivre. Alors c'est pour ça que je dis que c'est distrayant, j'ai passé un bon moment, mais il manque un tout petit peu de fond, peut-être un tout petit peu de matière pour vraiment rendre ça vraiment bien. Et c'est un peu ce que j'avais reçu dans son comics Ghost Rider. C'était pas mal, il y avait un super concept, le Punisher qui est le Ghost Rider de l'espace, héros de Galactus, le principe est génial, père de Thanos et compagnie. Et peut-être il est un peu jeune encore, il manque un petit truc. Je trouve que on sent un palier entre Interceptor, tu dis Interceptor, tu dis Cosmic Ghost Rider, je trouve qu'il y a tu sens l'évolution. Ça va un peu plus loin dans ce qu'il veut, enfin qu'il essaie d'apporter un peu plus de propos que là Interceptor c'est juste un comics c'est comics détente. C'est méchant de dire que c'est bas du front, mais c'est ça, il y a pas de propos derrière. C'est pas forcément méchant de dire c'est bas du front. Non, c'est un style, ouais. Parce que c'est clairement un défouloir le oui, comics, voilà, ouais. Mais après, ouais, tu sens qu'il essaie de mettre des trucs un peu plus dans l'émotion, dans la gestion des personnages, ou dans le cadre, et dont il se sert pas forcément, alors qu'effectivement Cosmic Ghost Rider c'est plus du délire. Alors là pour le coup, moi je sais pas si t'as lu Ghost Fleet, Igor. Non. Alors Ghost Fleet, j'arriverai pas à résumer le concept. C'est deux transporteurs totalement mafieux, enfin qui bossent pour la mafia, qui transportent des choses extraordinaires, qui
qui transportent dans un camion quelque chose qu'ils veulent pas savoir ce que c'est, et ce qui est dedans, c'est un truc hallucinant. Et j'ai paradoxalement trouvé mieux construit celui-là. C'est pour ça que je dis que c'est frustrant Interceptor, c'est parce que dans Ghost Fleet, tu as les deux personnages se connaissent, il y a une histoire entre eux, leur bonne femme et compagnie, enfin les persos sont pas mal construits, il manque un tout petit peu de matière. Mais effectivement, comme tu dis, c'est l'un de ses premiers boulots 2016. Je sais pas si la suite est sortie aux États-Unis, je suis pas sûr. Non, peut-être que dans la suite, il va arriver à maturer un petit peu son écrit. Mais sinon, encore une fois, voilà, c'est distrayant, ça va à fond à l'heure. Diane Burnett au dessin, c'est cool. Ouais, j'adore Burnett. C'est vraiment péchu. Ça ça participe vraiment au rythme de Tarek qu'il impose. Là, les coups de taquet du robot dans les vampires, tu les sens. Les motos à fond la caisse, tu les vois arriver. La baston à la fin, elle est vraiment. Ouais, la baston à la fin est cool. C'est ça, c'est qu'il y a 2-3 passages cool. Genre la petite whip qui trouve la soldate. Elle est entourée de, comment ils appellent ça, de tics. Et elle arrive avec sa moto à fond la caisse. Cinématographiquement, elle défonce la scène. Celle qui m'a marqué, c'est l'évasion de la prison, quoi. L'évasion de la prison est Quand cool. Ils arrivent tous avec leur tank, ils foncent dans le tas, c'est n'importe quoi, mais c'est hyper jouissif, quoi. C'est ça, ouais. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, il y a des moments où ils trouvent le ton, et après il y a 2-3 trucs perfectibles peut-être. Juste après, je crois, tu vas dans le camp des rebelles et tu t'aperçois que c'est beaucoup d'enfants. Et là, tu as une réflexion sur la guerre et que les enfants ne devraient pas aller à la guerre. Mais sincèrement, ça dure 3 bulles, et 2 bulles après, baston général en avant Guingamp, quoi. Du coup, voilà, c'est un tout petit peu frustrant. Donc, Diane Burnett, c'est cool. Moi, il m'a fait penser à James Aren, qui est un petit ouais, c'est vrai, ouais. de Rumble, dans le même style un peu péchu. Un peu comme... Et il m'a fait penser aussi à un gars qui s'appelle Daniel Warren Johnson, que j'aime bien, qui a fait Extremity, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui est cool aussi. Ouais, Extremity, c'était très bien. Voilà. Et alors, pour le coup, ça m'a fait penser à Extremity aussi. Extremity, c'est un peu comme ça. C'est un comics assez frénétique, mais je trouve mieux écrit. Il y a une espèce de dramaturgie totale avec ce père de famille qui pète une durite. Ouais, l'émotion fonctionne beaucoup mieux. Voilà, ça marche un peu mieux. Et voilà, c'est pour ça que si Cates, il arrive à muscler un peu son scénar dans le 2, ça peut être vraiment cool. Moi, je voulais juste finir par dire du bien de... Moi, vraiment, Burnett, je trouve qu'il arrive à faire du truc un peu mainstream, mais avec, vraiment, tu sens sa patte, tu sens son identité. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. C'est un petit jeune, ouais. Tu vois, il a trouvé un style, côté Ghost Rider, c'était cool aussi, ça arrive à être détaillé tout en étant explosif. C'est super beau comme c'est vraiment à suivre comme mec. Ouais, moi, je pense que je vais aller checker s'il a pas des originaux, des trucs comme ça, parce que je m'étais fait niquer avec Scalera. Au début, il était pas du tout connu. Et j'avais regardé sur son site, ils vendaient des originaux, mais je crois que c'était à 40 €, des trucs comme ça. 3 mois après, je suis allé voir, c'était à 400 boules, des trucs. Donc. C'est Black Science, c'est ça? Ouais. Bah, justement, c'est quand il a commencé Black Science. Là, c'est joli. Il bosse avec Remender, et puis. Ouais, de suite, boum, tiens. Alors que vraiment, c'est un petit jeune à suivre. Moi, exactement. Ouais. J'aimerais bien qu'il fasse un peu plus de Marvel, peut-être du Gardien Galaxy ou des trucs comme ça. Ça marcherait bien pour lui. Hein. J'aimerais bien. Ça serait le style. Ouais. Moi, du coup, de tout ce qu'on a lu, je pense que Interceptor, c'est ce que j'ai préféré. Et je pense que Faye, c'est la même chose. Vraiment. Très cool, très sympa. Potentiel, ouais. Ça m'a fait passer à Requiem rapidement aussi, la série d'Olivier Ledroit et Pat Mills, avec cette espèce de monde, alors en plus fun et cool, parce que Requiem c'est pas drôle du tout, mais voilà, avec cette espèce de monde dominé par des vampires qui ont aussi une caste, des rois, des machins, qui passent leur temps à se trahir aussi, avec des humains esclaves au milieu. C'est un mix de plein de trucs. Je sais pas si vous connaissez. Tu vas beaucoup sur YouTube, tu vas pas trop sur YouTube. Je sais pas si ça te parle. Il y a Alt 236, donc il y a un YouTuber qui parle de ton. C'est le meilleur YouTuber du monde. Et il a fait toute une vidéo sur Requiem. Quand je t'enverrai le lien. Et en fait, c'est un mec qui est il adore l'horreur, tu vois, mais au niveau du, comment expliquer, genre il adore le body horror. Moi, le body horror, c'est pas vraiment l'horreur, il adore tout ce qui est dérangeant. Ouais, voilà, ouais. Et donc, les images un peu, tu vois. Et du coup, dans son truc sur je sais pas pourquoi je monte du doigt. Requiem. Dans Requiem, il a parlé de Crost, et c'est lui qui m'a donné envie de Crost, c'est un peu dérangeant aussi. Ouais, un peu, ouais. Donc ouais, du coup, t'en as pensé quoi de... C'est oui, tu l'as dit que Interceptor c'était cool. Non, ouais, bah, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec l'avis de Mathieu. C'est un très bon défouloir en fait. On a un vrai pitch de série Z complètement. Ouais, c'est ça, oui. On est quand même sur un robot géant du futur qui arrive sur une planète de vampires. Qui se bat contre des vampires. On a assez souligné ça. C'est vraiment du second degré. Et comme il dit, ouais, c'est un peu dommage qu'il va pas plus loin. Parce qu'on en a parlé, on a des personnages qui sont des politiciens. Et en fait, la critique, ça se résume à c'est tous des connards. Oui. Voilà.
Oui, t'as des grands thèmes comme ça, les politiciens Moi sont j'aime bien quand corrompus. on insulte les politiciens, mais bon, un Il faut- petit peu de subtilité en plus, Oui. c'est bien. Ouais, sur Palus, par exemple, la Terre, les humains, tu vois rien, tu vois juste le bureau du président qui est un petit con de 65 ans dans un corps de 12 ans qui borde et qui bouffe des gros, et qui finit en disant tuez-les tous. Ouais, c'est un tout petit peu bas du front, comme on Ouais, dit, c'est tout un petit peu peu. facile. Faudrait muscler un peu le jeu, quoi. Ouais, mais du coup, moi, je vous le conseille quand même parce que vous allez passer un bon moment en oui, lisant c'est ça. ça, c'est rigolo. Ouais. Ça se lit super vite et puis vous passez un bon moment, c'est un petit comic sympa. Je sais pas s'il y a beaucoup de relecture. Hein. C'est un Ah, truc. si, quand tu t'ennuies, qu'il pleut. Je pense que c'est un bon comics de plage. Oui. À la plage, tranquille. Voilà. Mais moi, je fais pas parce que je supporte pas avoir des grains de sable dans mes. Il y aura peut-être une suite, mais en état, le comic se tient tout seul. Quoi. Exactement, ouais. Oui, ouais. oui. Donc, Oui, tu peux les on s'engage pas sur une énième série. Voilà, tu peux t'arrêter là, ouais. Du coup, le dernier comics, enfin non, l'avant-dernier comics qu'on a reçu et dont vous parlez, c'est The Realm, qui est en 2 tomes. C'est Faye qui devait en faire la review, mais je vais essayer de prendre sa place. Tu as eu le temps de le lire, The Realm? Non, je suis désolé, j'ai vu que Interceptor. Eh ben c'est déjà bien. Donc The Realm, c'est je sais pas si tu as vu Bright de Non, parce qu'il y a Will Smith de dedans. Will Smith et de merde, comment il s'appelle le réel, putain. C'est pas David Ayer Si, ouais. Ouais, voilà. C'est David Ayer. Donc ce connard de David Ayer. Non, ce connard. Moi j'aime pas David Ayer, mais enfin j'aime pas sa direction artistique. Non, parce que même je trouve que ailleurs, bon, j'ai pas vu Fury, tout le monde me dit que regarde Fury, c'est trop bien. Fury était très bien. Ouais. Ah ok. Bon, bah, c'est son côté un peu gangsta à la con qui me saoule en fait, qu'il y avait dans Bright et qu'il y avait dans Suicide Squad. Donc en fait c'est un monde où on ne sait pas trop pourquoi d'un coup il y a des orques, il y a des gobelins, il y a des magiciens. Dans un monde un peu post-apo à la comment dire, à la Mad Max, mais où tu sens que c'est des gens qui ils parlent de la civilisation comme si c'était il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Il y a un petit côté, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi Igor, il y a un petit côté Donjons et Dragons où tu sens chaque personnage est un peu un archétype de jeu de rôle. Ouais. C'est pas évident au début, mais vite quand ils définissent les personnages, tu vois clairement que chacun a son rôle. Quoi. Ouais. Et en fait, on va suivre le mec dont j'ai oublié le nom. c'est pas grave. Vous verrez, ma mémoire est très très courte. Donc un espèce de guerrier qui fait traverser des gens pour de l'argent. Et donc en fait, il fait traverser une équipe de. Il y a 2 scientifiques et il va se retrouver avec toute une tripotée de personnages autour de lui. Une espèce d'archer qui porte un casque. Donc lui c'est une espèce de guerrier bourrin qui a un bras noir et apparemment qui a un lien avec des trucs occultes. Il y a une espèce de sorcier on suit une espèce de sorcier bizarre qui fait des trucs chelous et tout plein d'orques qui essaient de les attaquer. Donc vraiment c'est un côté très très Donjons et Dragons avec un petit peu de Cthulhu, parce que t'as des cultistes, t'as une espèce de dieu bizarre qui vend du pouvoir en échange de son adoration, ce genre de truc. Donc c'est sympathique, mais enfin j'ai lu le premier et j'ai pas eu envie de lire la suite. Donc voilà, ça fait un peu. C'est ça que t'appelles sympathique, toi? Ouais, bah c'est pas fou, ça vend pas. Enfin, Faye elle a bien aimé. Faye elle aurait peut-être défendu mieux que moi, mais Faye a vraiment bien aimé. Elle a le côté, qu'est-ce qu'elle me disait? Il y avait un côté un peu cinématographique et ce côté un peu Donjons et Dragons. Qu'il y avait un gros côté jeu de rôle et que ça plairait aux lecteurs aux gens qui aiment le jeu de rôle. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Non, moi c'est clairement celui que je trouve le moins réussi du lot. Enfin, on est sur un mélange de fantasy et de post-apo. Au final, du post-apo, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Parce qu'en fait, t'as des orques, des mecs avec des épées. Ah, mais il y a Kiss en fait. Ouais, le méchant ressemble un peu à Gene Simmons, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait là? Je trouve que ça n'a pas été assez bien utilisé, ce petit côté post-apo. Enfin, le seul moment où tu t'en rends compte dans le tome 1, c'est quand tu vois que leur monnaie, c'est des brosses à dents. Tu vois. Putain, j'avais même pas fait je le voyais avec des brosses à dents, j'ai dit pourquoi il a des brosses à dents et j'ai pas cherché plus loin en fait. Il le paye en brosse à dents. D'accord. Et en fait, ouais, je trouve qu'il s'est pas assez utilisé cet aspect post-apo. Bah ils ont des armes quoi. C'est des. Ouais, mais ils auraient pas fait, comme tu dis, ça fait penser à Bright, ils l'auraient fait aujourd'hui, ça aurait été pareil. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Moi, ça m'a pas emballé des masses.
Puis même au niveau des, comme tu dis, les personnages, chacun correspond à un archétype, donc sur le papier comme ça c'est rigolo. Ouais. Ça va pas plus loin. Parle bien dans ton micro comme ça. Ouais, voilà, c'est parfait. On a même un personnage qui a, on dirait vraiment un décalque de Michonne. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ah, la meuf avec son... Avec une blague avec des dreads et une capuche. Ah, elle, oui. Qui se bat, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, clairement, ça m'a pas convaincu, celui-là, The Ring. Je vais être... Enfin... je vais être du même avec toi, ouais, c'est le truc le moins... En plus, les dessins sont pas foufou. C'est un peu... toujours la colo est toujours un peu ocre et tout, et c'est pas... ouais, ça va... Ouais. Enfin, quand tu lis des trucs un peu plus péchus comme Mech Academy ou même Interceptor, à côté ça fait un peu plus comment dire, ça fait un peu plus pastel et tout, et voilà, non, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, je suis désolé pour vous, ça peut pas fonctionner à chaque fois. Et on va finir avec Atomic Robo. C'est Igor qui devait en parler. Ouais. Donc Atomic Robo, c'est écrit par Brian Clevinger et dessiné par Scott Wegener. Donc Brian Clevinger, il est connu. Son travail principal avant ça, c'était un webcomics qui s'appelle 8-Bit Theater, qui faisait avec des sprites de NES de Final Fantasy. Oh, c'est cool. C'est de la parodie de Fantasy, c'est complètement débile. Et à part ça, les deux auteurs ont tous les deux bossé chez Marvel, mais jamais sur des runs complets. On est toujours sur des issues par-ci par-là, donc rien de marquant. En fait, Atomic Robo, c'est vraiment leur travail, du remplissage, quoi. Ils étaient là pour dépanner. Atomic Robo, c'est vraiment leur série phare. Ils ont même fait un spin-off qui s'appelle Real Science Adventure. Et donc, à la base, c'est sorti en 2007 déjà aux États-Unis chez Red 5 Comics. Maintenant, c'est édité par IDW. Et c'est aussi, pour les anglophones, disponible gratuitement en webcomics sur atomicrobo.com. Okay. Aujourd'hui, il y a 12 tomes aux États-Unis et les 12 tomes sont disponibles gratuitement en ligne. Donc c'est plutôt cool. Oui, c'est assez rare pour le souligner. Et du coup, en France, on a les 2 premiers tomes qui sont déjà disponibles chez Paperback et le 3e qui arrive le mois prochain. Ok. Déjà. Donc Atomic Robo, qu'est-ce que c'est ? C'est du gros comics pulp et bis, moi comme j'aime bien. Donc ça raconte l'histoire d'un robot qui a été créé par Nikola Tesla en 1923, Atomic Robo, qui est donc un robot savant, quasiment indestructible, et qui va devenir le leader d'une équipe d'aventuriers scientifiques dans des aventures paranormales. C'est un peu le BPRD. Ouais, moi, ce que j'ai eu en le lisant, ça fait vraiment Hellboy du pauvre. Ouais. C'est du pauvre parce que tout le monde. Ça fait Tom Strong un peu aussi là, non ? Ouais, il y avait un petit peu Tom Strong. Ouais. Mais c'est un peu je vais en parler maintenant, je voulais en parler après. Le principal problème en fait de Atomic Robo, c'est qu'il a une énorme concurrence. Ouais, bah ouais. Comme on dit, on a le Hellboy à côté qui vague vraiment sur la même, qui surfe sur la même vague. On a le Tom Strong, on a aussi l'État, Warren Ellis, ça fait pareil avec Planetary, ce genre de choses. C'est vrai, ouais, ça ressemble beaucoup à plein de trucs. Mais là où je trouve qu'ils arrivent là où ils essayent en tout cas de se démarquer, c'est qu'ils ont fait un truc complètement débile, quoi. C'est vraiment un comics complètement décomplexé, qui mise à 200% sur l'humour. Ouais, on est loin des ambiances un peu crade de Hellboy ou même du truc de Alice. Planetary, où c'est vraiment plein de mystères. Ouais, là, on est vraiment là pour déconner. C'est vraiment un truc random. Très du pulp en fait, ouais. Ouais, mais j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était vraiment bien foutu. Tu vois que les mecs ils travaillent leur vanne en fait. T'as un découpage qui est très cinématographique, où de temps en temps on laisse respirer le lecteur, ce genre de choses, et je trouve que les chutes fonctionnent vraiment très bien. Ok. Et même dans le côté hommage à l'âge d'or, il y a donc un côté référentiel qui est très présent. Et cette fois-ci, moi je l'ai trouvé vraiment très réussi, parce que c'est un truc aujourd'hui qu'on voit vraiment tous les jours. Des références, on en voit dans toutes les œuvres. Souvent c'est balancé comme ça, histoire de balancer un nom pour faire rigoler. Et là, je trouve que c'est assez bien intégré dans le tome 1. On a Stephen Hawking qui vient dans il y a une blague sur Stephen Hawking qui est géniale. Ouais, et je trouve qu'il intègre vraiment le personnage dans son récit, quoi. C'est pas juste on balance un nom comme ça. Ok. Et on a la même chose avec le tome 3 qui va bientôt sortir, donc qui est complètement articulé sur Lovecraft. Et le mec a fait de Lovecraft un personnage de sa bande dessinée, quoi. Et c'est pas con. Et je trouve que ça fonctionne très bien, quoi. Il intègre vraiment ses références dans son univers à lui. Ok. Et ça fait pas référence gratuite. Ouais,
toute petite Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Peut-être pas. Sur le style, quand tu rajoutes des persos historiques comme ça. Oui. Pas vraiment, puisque les Ligues Gentlemen, c'était des persos fictifs qu'ils rajoutent. Là, c'est vraiment le personnage de Lovecraft. Ah, le monsieur, d'accord, l'écrivain. Voilà, c'est le mec qui est là en tant qu'écrivain. D'ailleurs, il y a une explication sur pourquoi est-ce qu'il est complètement taré et il écrit des trucs de fou. Moi, alors, j'ai lu le premier. Et le problème c'est que ça me fait trop penser à d'autres trucs. Et du coup, la référence à Tom Strong, elle est là. Mais vraiment, et Tom Strong, c'est Moore. Et c'était qui au dessin sur Tom Strong, je ne sais plus. Sprouse au début. Ouais, c'est beaucoup plus joli, quoi. Il y a un truc qui c'est qu'en fait ses origines, on les a peut-être que c'est plus tard, mais il te balance dans l'histoire sans t'es vraiment lancé dans le truc sans aucune explication et sans que d'accord, c'est un mec c'est un robot atomique, je sais même pas s'il est vraiment atomique, mais c'est un robot indestructible qui défonce des nazis. Toujours des nazis. Ouais. Heureusement qu'ils sont amis. Putain. Les nazis et les Russes, ils ont pris cher. Après, je trouve que les visages, ils sont un peu tous pareils. Ouais, j'ai pas passé un moment. C'est vrai que le dessin, c'est pas ce qu'il y a de plus marquant. Ouais. Après, c'est coloré, c'est frais, et pour avoir essayé de lire un peu la suite du coup en ligne, le mec s'améliore quand même pas mal. D'accord. C'est vraiment. Et en fait, ouais, le problème que tu dis, c'est qu'il arrive un peu après la guerre. Après, le comics a déjà du coup 12 ans, donc ça a pas du tout le même impact. Ouais. Et en fait, c'est Paperback qui arrive après un peu. C'est ça. Et mais du coup, à découvrir maintenant, c'est un peu difficile. Mais moi, j'encourage les gens à essayer et à insister parce que ça s'améliore vraiment au fur et à mesure des tomes, quoi. En fait, tu m'as donné envie de continuer. Ouais, ça commence comme tu dis avec des nazis. Après, on a des insectes géants. On se dit bon, d'accord, tout ça, on a déjà vu. Puis direct dans le tome 1, après ça part sur une espèce de pyramide mobile, c'est complètement débile. Et on commence déjà à voir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et déjà, rien que dans le discours, je trouvais ça marrant. Enfin, il y a tu parlais des insectes géants, il y a tout un moment où ils sont dans un hélicoptère, et en fait, il y a les gens de son équipe qui sont en train de s'engueuler en disant, mais les insectes géants, c'est pas possible, ils vont s'effondrer sur leur propre poids et tout. Et t'as tout ils essaient d'intellectualiser tout ça, alors que c'est des insectes géants qui tirent des lasers. Mais ça fonctionne très bien, ça donne un espèce de côté méta aussi. Ouais. Qui est bien intégré du coup dans le récit. Et c'est un truc qui revient souvent, c'est que le robot du coup c'est un scientifique, et à chaque fois qu'il va se retrouver face à un truc impossible, il va essayer de trouver une explication. Généralement il fait ça en même temps qu'il met des tartes aux gens, il passe la moitié de son temps à foutre des mandales à des robots ou à des monstres. Et c'est un truc qui fonctionne bien. Ouais, l'humour est pas mal. Notamment, il y a une blague qui m'a fait marrer, à un moment où tu vois en train d'écrire à sa petite fille, la petite fille d'un mec qui est mort il y a pas longtemps, et il dit que son grand-père était c'était un peu un alcoolique notoire, et qui l'a défié à la boisson, mais que le problème c'est que lui il a pas de bouche, donc il pouvait pas boire, mais que il y a toute une blague sur ça qui est très drôle, et raconter comme ça c'est nul, mais dans le comic c'est drôle. C'est vrai que en y repensant, il y a plein de petits trucs qui sont ça c'est marrant et tout. Enfin, c'est en fait ils devraient peut-être un peu plus identifier leur personnage, parce que tu sais pas trop qui est qui, bon à part le mec qui est tout en métal, tu sais que c'est lui, mais c'est que c'est Atomic Robot, mais son équipe autour elle est pas très identifiable. Ça demanderait peut-être un peu de personnages un peu plus attachants. Après, c'est aussi dû au fait que il est né en 1923, mais ses aventures vont se dérouler de 1923 à aujourd'hui. Ouais, la narration elle est marrante. J'ai pas dit, voilà, la narration sur ça est vachement inventive, ça fait sans arrêt des allers-retours dans le temps, où il va croiser un personnage et ça va lui remémorer un truc qui s'est passé il y a 30 ans, et hop, on va suivre une aventure qui s'est passée 30 ans avant. Je trouve ça très dynamique, mais effectivement, comme tu le dis, ça m'empêche d'avoir des personnages récurrents, quoi. Et d'un chapitre à l'autre, même, ça fait des réponses à ce que tu as. Mais d'ailleurs, le tome 3 est complètement articulé sur ça, avec l'histoire sur Lovecraft. Parce qu'en fait, ils vont affronter donc une entité Lovecraftienne qui ne conçoit pas le temps de la même façon que nous. Okay. Du coup, chaque épisode se passe à une décennie différente, et pas forcément dans le bon ordre. Ah, c'est cool. Et ça fonctionne bien. Ok. Donc il y a des petites idées comme ça qui... Tu l'as un peu vendu. T'as réussi à me le vendre, alors que à la base... C'est un métier après. Ouais, c'est ce qu'il fait. Hein.
Tu t'en sors bien, franchement. Non, mais moi j'ai vraiment aimé l'intention en fait des auteurs et la sincérité de leur truc, quoi. C'est vraiment juste, ils sont là pour déconner et pas plus. C'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc que j'ai noté dans mes recherches. Ils ont publié une note d'intention. Ah ouais? Pour essayer de définir la philosophie et l'ambiance de leur titre. Donc j'ai fait une traduction très approximative. Donc en fait, c'est 5 règles qu'ils essayent de respecter dans chaque épisode du comics. Donc la première règle, c'est pas de crise d'angoisse. Vous ne verrez jamais le robot s'inquiéter de son manque d'émotion ni prétendre être un humain. Donc là, c'est clairement, on est là pour déconner et on va pas vous faire du drama. Ouais. La deuxième règle, c'est pas de cheesecake. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. D'accord. La troisième règle, c'est pas de reboot. Là, il y a une petite phrase qui est sympa. Ils sont frustrants, inutiles et rappellent de façon choquante que toute fiction n'est qu'une série de mensonges à peine voilés. Donc là, on est clairement sur du gros tacle avec les messages personnels. Voilà, les gros tacles, les 2 pieds en avant pour faire mal à la concurrence. C'est bien. Numéro 4, pas d'épisode filler. Pourquoi devrions-nous essayer de vous vendre un comics qui vaut pas la peine d'être acheté? Encore un petit tacle. Et enfin, le numéro 5, le robot principal frappe un autre robot, ou alors peut-être un monstre. D'accord. Voilà. Est-ce que ça t'a vendu, est-ce que t'as envie de le lire maintenant? Oui, mais oui, je suis assez, comme Igor, je suis assez client de ce genre de truc un peu pulp. C'est vrai qu'on a tendance à dire forcément Tom Strong, mais après, il y en a pas tant que ça. Et puis, même Hellboy, en France, ça fait beaucoup penser à Hellboy. Ben, un truc un peu entre les deux, qui en plus se poursuit sur différents volumes. C'est vrai que les dessins sont pas ouf, je regarde, mais si derrière t'as une ambiance, une narration qui envoie, des dialogues et des situations sympas, ça peut être assez cool. Puis effectivement, je rejoins aussi la vie d'Igor, là, où, pour l'intention, ce qu'ils veulent essayer de faire, au moins, ça a l'air honnête, ça a l'air sincère. Ça peut être au moins attesté, ouais. Donc, ok. Moi, je suis assez client. C'est marrant, j'ai l'impression que dans tous les titres qu'on a lus, il y a un truc qui revient un peu, c'est le côté on s'amuse et on fait des trucs. Enfin, j'ai l'impression que Paperback essaie de prendre des titres un peu comment dire, des titres thématiques. On se prend pas la tête. Ouais, voilà, léger, un truc un peu léger, cool. Après, je sais pas s'ils peuvent se permettre ça, s'ils arrivent un peu à la fin de l'édition. Oui, au final, t'as que Magnus qui est vraiment sérieux et qui essaye de raconter quelque chose, qui apporte des thèmes un peu particuliers. Le reste, c'est vraiment. T'as lu Autant des reptiles? Non. Fait un autre truc. Ah oui, on n'a pas parlé. J'ai pas lu Autant des reptiles. Et j'ai oublié aussi, ils ont fait un autre truc, ils ont fait Apocalyptic Girl. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais ça, je vous avoue que ça m'a pas emballé des masses, je l'ai lu et je l'ai déjà un peu oublié. D'accord. Donc, je vais pas vous en parler. D'accord. Dans le même genre, s'ils veulent éditer, je sais même pas si c'est fait en France, il y a Dave avec un 4 à la place du A. Il y a 2 séries et les mêmes gars ont fait un truc que j'avais prêté à je sais plus qui deux losers qui vont un loser et un démon qui vont en enfer. C'est à peu près dans le même genre d'esprit, c'est complètement con. Dave, mais je crois que Dave c'est sorti chez Ankama. Ah, tant pis, dommage. Il aurait bien collé avec ce genre-là. Ouais, c'est dans le genre robot décalé, complètement fou. Le pitch en 2 minutes, c'est les robots ont éteint toute vie dans l'univers, ils se sont rebellés, ils ont tué tout le monde. Ils retournent sur Terre et en fait ils font les mêmes vies que nous, c'est-à-dire que métro, boulot, dodo, ils sont engueulés par leurs femmes, les gamins ne les respectent pas, leur patron leur parle mal. Et au milieu on suit Dave qui est un ancien robot annihilateur et qui s'emmerde dans sa vie de working man idiot. Et quand il voit arriver des extraterrestres, il fait tout pour que le monde entier pense qu'ils vont les agresser pour qu'ils puissent enfin tuer quelqu'un parce qu'il en a marre. C'est assez cool, mais ouais, si c'est sorti en VF, c'est un peu dans le même genre, voilà, peut-être un petit peu décalé. Tu prends pas la tête, t'es à la plage, t'as une glace que tu mets pas dans ton comics et tu lis un bon petit truc. Ok. Ouais. Et pour finir, j'ai un tout petit coup de gueule, un petit message pour l'éditeur. Ils vont peut-être. Encore une fois, j'ouvre ma grande gueule. Bon, c'est les derniers trucs qu'on recevra. Merci. Moi, je trouve que tous ces comics, des fois il y a des bonus, des fois il y a pas du tout de bonus, mais ça manque clairement d'éditorial. Il y a pas de préface, il y a pas de présentation des auteurs, il y a pas de, les auteurs c'est quand même important. Dire ce qu'ils ont fait, où on peut les retrouver, et bon, c'est peut-être pas forcément des titres qui sont dans votre collection, mais moi je pense que l'éditorial ça fait Urban le fait très bien. Urban ils ont tiré tout le monde vers le haut. Ouais, et je pense que il faudrait attirer vers ça, moi je trouve que les bonus et les bonus où les auteurs parlent et les bonus où même éditorial, les préfaces et tout, c'est important. Donc
Oui, surtout que moi je trouve jolie l'édition, ce qu'ils font là, en général. Moi, j'aime beaucoup leur maquette. Voilà, la maquette est sympa, noire avec une Ouais, en plus ça se reconnaît bien. Ouais, voilà, c'est oui, voilà, il manque juste effectivement un tout petit peu d'éditorial derrière. Parce que là, il n'y en a pas du tout quoi. En plus, c'est des auteurs peut-être pas forcément connus, ils seraient peut-être capables d'apporter une petite patte pour l'édition française. Ça peut Puis tu peux leur demander, juste par mail, de dire un petit truc. Enfin, ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que c'est vrai qu'on est rentré dans en France, on est de plus en plus dans ce genre de services supplémentaires. Quand tu vends, je reconnais que des fois Urban, t'as des bonus qui sont intéressants, ou même quasiment n'importe où, t'as une préface, une interview. C'est de la VO, tu vas me dire, mais j'ai lu, j'en ai parlé 15 fois, le Sandman Overture, l'édition Deluxe. Alors c'est de la VO, mais alors si tu l'édites en France, les bonus sont hallucinants. T'as une interview de Neil Gaiman, de J.H. Williams III, de Dave Stewart, de l'éditeur, t'as des sketchbooks dans tous les sens, des covers, enfin t'as 25 pages en plus. Quand tu vois qu'ils ont fait... Ça m'en fout. Sur Sandman, je sais pas si t'as vu, je sais pas si tu les as chez toi, mais ils ont fait un tome spécial juste sur les couves de McKean, quoi. Dave McKean, oui. C'est fou. Je l'ai pas ouvert, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est Dave McKean, hein, c'est chaud. Mais c'est particulier. Mais oui, voilà, il y a pas des masses des séries où t'as fait juste sur les covers. Juste sur les covers. Un tome juste sur ça, quoi. Voilà, bon, sans en arriver là. Ouais. Mais vous pouvez, hein. Faites du McKean, hein. Faites du. Enfin moi. Édité du Neil Gaiman, moi je ne peux dire que oui. Donc ouais, c'est ça, oui, peut-être un peu plus d'éditorial, ça t'a manqué ou pas du tout? Après j'ai une question de en fait, surtout quand du coup pour préparer les ouais, moi aussi c'est juste aller chercher les infos et j'ai galéré juste à trouver qui était l'éditeur original, quoi. C'est écrit tout petit sur la dernière page tout en bas. Ouais. C'est là où justement je me suis rendu compte, qu'il y avait absolument rien en édito. Tu vois, encore une fois, on en dit toujours du bien, mais c'est vrai qu'ils font un bon boulot au Bliss, et qu'ils font des choses sympas avec l'univers Variante. Ouais. Voilà, le mec il est tout seul à Bordeaux, je sais plus, par là-bas. Oui, il est à Bordeaux. Ouais. Il est pas tout seul, il est une équipe avec. Oui, mais voilà, à la base, donc c'est Casterman. Peut-être que voilà, je sais pas si. Ouais, et qu'en plus Casterman, c'est un gros éditeur comme Casterman maintenant. Après, je sais pas comment ça a été édité. Mais surtout que, c'est un gros éditeur et ça appartient au groupe Flammarion. Donc, encore plus gros. Oui. Mais c'est peut-être ça pour les lecteurs de comics. Je pense que je sais pas comment ça a été édité, si les éditeurs savent vraiment où c'est qu'ils mettent les pieds, mais on aime bien ce genre d'attention. Moi, j'adore les éditions. Aussi bien, je sais plus qui est l'éditeur de Paperback, mais c'est un mec tout seul dans son coin qui a fait du forcing pour arriver à faire ça, et du coup, il a peut-être fait ce qu'il a pu. Oui. Oui, voilà, en tout cas, c'est cool dans l'ensemble. En tout cas, l'initiative est très bien. Quoi qu'il arrive, l'initiative est toujours. Je suis toujours content quand il y a un nouvel éditeur. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour. Bienvenue à Paperback. Bon, ça fait un an quand même qu'ils sont là. Si vous êtes éditeur et que vous voulez faire comme eux, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse de la radio pour nous envoyer tous les comics. Donc James se dira du mal, mais nous non. Ah non, franchement, j'en ai. Je pense qu'on pourra. Mais merci beaucoup. Oui, en tout cas, c'est sympa. L'attention est cool. On les a reçus en physique et en plus en PDF, donc c'est parfait. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire, je pense que non, t'es pas là, mais de toute façon, non. Ça va vous faire plaisir puisqu'on va faire du Rick Remender et Bengal, petit français, qui a pas voulu. Je lui ai envoyé une demande d'interview et apparemment il est timide, donc pas d'interview. C'est pas grave. Du coup, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sur Death or Glory, qui est sorti chez Urban, et dans 15 jours en direct à la radio. Du coup, bonne semaine, merci d'être venu et merci à celui qui m'a posé un lapin. Qui que tu sois. Et puis voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Ciao.